Bienvenue encore dans cette troisième partie du guide complet de comment acheter un business en ligne. On y va. Dans cette vidéo, on va examiner toutes les étapes à suivre pour l'audit préalable à faire avant d'acheter le business digital. Donc à partir du moment où tu trouves l'offre jusqu'à la finalisation de l'acquisition du business. Donc on va voir comment préparer ta négociation avec le vendeur et aussi comment formuler une offre qui maximise tes chances d'acheter un très bon prix. Donc, comme vous savez, la due diligence, c'est ce qu'on appelle l'audit préalable. Donc, c'est un processus crucial. C'est à ce moment-là que tu vas t'assurer que l'actif ou que le business que tu achètes est bien celui que tu penses acquérir et celui qui va te permettre de générer vraiment le revenu que tu veux. Commençons par ce qu'on appelle la lettre d'intention. Donc, c'est un document qui est non contraignant dans lequel toi, en tant qu'acheteur, tu exprimes ton intention d'acheter un business que tu envoies au vendeur qu'il va signer. Donc, à certaines conditions de base, tout d'abord, tu fixes ton prix. Donc, tu dis, j'aimerais acheter ce business-là ou ce produit-là à ce prix-là que je propose. Mais aussi, la lettre d'intention, elle est importante pour l'exclusivité. Ça veut dire que pendant la durée d'exclusivité, donc ça peut être 30 ou 60 jours, tu es le seul acheteur avec lequel le vendeur va traiter. Donc le but, c'est de te protéger pendant que tu investis du temps, parfois même de l'argent pour analyser le business. Tu vérifies les chiffres, tu passes du temps à regarder la propriété intellectuelle, les contrats, etc. Donc le vendeur n'a pas le droit de solliciter ni accepter d'autres offres pendant cette période-là qui est définie dans la lettre d'intention. Donc cela évite que le business soit vendu à quelqu'un d'autre, bien évidemment, pendant que toi, tu es en phase de vérification. Mais bien sûr, cela va te permettre aussi de travailler tranquillement pour finaliser ton offre d'achat sans que tu aies une pression extérieure. Donc, quand est-ce que cette lettre est vraiment nécessaire? D'abord, si tu passes par une marketplace comme DotMarket, Flippa ou même d'autres, et tu veux bloquer le deal en exclusivité, parce qu'il faut savoir que sur les marketplaces, il y en a beaucoup qui vont vouloir acheter ce business-là, il y en a beaucoup qui vont contacter le vendeur, dont toi. Donc, le fait de signer une lettre d'intention va te permettre d'être le seul qui va être en processus, disons, de négociation et de due diligence. Et aussi, c'est pertinent quand le montant du business ou le prix dépasse 10 000 euros. Donc, si le business a plusieurs éléments à vérifier, s'il est cher, tu seras obligé de rédiger cette lettre, surtout si tu passes par ces plateformes-là pour vraiment sécuriser ton achat. Par contre, si tu vises acheter un petit business, donc des petites acquisitions, moins de 5 000 euros chez un particulier, donc par exemple, ça peut être un compte Instagram ou une newsletter ou un PLR, ce qu'on appelle les product label rights, c'est des produits digitaux qu'on va acheter, ça peut être des e-books, des templates pour qu'on puisse les modifier et les revendre autant qu'on veut. Donc, dans ces cas-là où c'est des petits budgets, donc c'est pas vraiment nécessaire d'avoir cette lettre d'intention. Et aussi, si tout est clair dans les échanges et qu'il n'y a pas vraiment de due diligence ou d'audit au préalable approfondi à faire spécialement avant de prendre ta décision d'achat. Donc, pour récapituler, la lettre d'intention n'est pas obligatoire pour les micro-acquisitions en dessous de 5 000 euros, mais recommandée surtout si tu veux vraiment cadrer les conditions avant d'investir du temps dans la vérification du business que tu veux acheter, ou bien parce que tu achètes à un inconnu, donc via ces plateformes, tu n'es pas vraiment rassuré, donc tu préfères mettre les choses au clair sur la lettre d'intention. Et s'il y a des très petits deals, donc entre particuliers, tout est déjà clair, donc il n'y a pas vraiment besoin. C'est quand même un outil pro qui te protège et clarifie le processus, même pour un petit budget. Donc c'est recommandé, mais c'est pas forcément obligatoire tout le temps. Donc disons, tu vises aujourd'hui d'acheter un site web de contenu ou un e-commerce qui coûte 7 000 ou 8 000 euros. Donc pour commencer, première chose, c'est de étudier la description que tu vas trouver sur la plateforme où c'est publié. Donc elle te permet souvent d'avoir assez d'informations sur les comptes de résultats, sur les opérations, sur le modèle économique de l'entreprise ou du site web pour avoir une première évaluation du site avant même de contacter le vendeur. Dans mes prochaines vidéos, tu trouveras des tutoriels où je vais te montrer comment lire une offre sur ces plateformes-là et prendre des exemples de business pour montrer vraiment comment lire entre les lignes et comment évaluer le business qui t'intéresse. Donc, en tout cas, ce qu'il faut voir concrètement dans cette description-là, tout d'abord, le compte de résultat. Donc, ça comprend le chiffre d'affaires, les coûts récurrents,
la marge brute et la rentabilité nette. Donc il faut bien évidemment évaluer si le chiffre d'affaires est en croissance continue, s'il y a des variations, de chiffre d'affaires, s'il y a des, pics saisonniers, s'il y a des dépendances, à une seule source de revenus et s'il y a des coûts cachés. Donc j'ai tout expliqué dans la vidéo, précédente. Il faut tout simplement savoir si le business gagne vraiment de l'argent et si c'est régulier, il faut que les chiffres aient du sens. Donc si un site a 5 000 visiteurs par mois, par exemple, et gagne, 250 € par mois, en tout cas ce qui est écrit dans la description, on a un revenu par 1000 de 50 euros. Donc 50 € par 1000 visiteurs. Et pour moi, c'est trop élevé pour un site de contenu parce que la majorité des petits sites de contenu et des blogs affiliés tournent plutôt autour de 5 € à 25 € par 1000 visiteurs. Donc, dans certains cas, ça peut arriver qu'on va gagner beaucoup plus parce qu'on vend des produits en support ou des affiliations premium. Donc, c'est très important de vérifier la cohérence des résultats. Si un deep dive dans cette partie d'évaluation de compte de résultats t'intéresse, mets-moi un commentaire, je mettrai ça en priorité dans mes prochaines vidéos. On regarde sinon le modèle économique. Est-ce que c'est un modèle scalable ou limité par ton temps? Scalable, c'est évolutif. Le revenu augmente dans le temps même si tu travailles pas, plus. Donc c'est-à-dire que tu peux faire plus de chiffre d'affaires sans travailler ou augmenter tes heures de travail. Par exemple, un site qui vend des produits digitaux, donc des templates ou autres, tu crées une fois, tu peux vendre 100 à 10 000 fois, donc tu scales sans effort supplémentaire ou proportionnel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Il faut vérifier ça justement dans la description que tu vas avoir sur la plateforme. Il faut voir aussi si le modèle est limité par ton temps. Donc il est non scalable, c'est-à-dire que plus tu veux gagner, plus tu dois travailler. Par exemple, si on a un site de e-commerce, c'est évident que tu gères toi-même chaque commande, tu veux gagner plus, tu dois bosser plus. Dans ce cas, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas? Donc il faut évaluer, il faut bien regarder dans la description, à part si tu planifies en fait de sous-traiter une partie et puis de travailler moins et comme ça tu arrives à la scalabilité que tu veux. Regarde aussi dans l'offre ou dans la description les opérations. Que faut-il faire chaque semaine pour que le business tourne? Est-ce que tu dois publier du contenu? Est-ce que tu dois gérer des commandes, répondre aux clients? Donc souvent, dans la description sur les plateformes, il y a une partie qui est dédiée au travail ou au nombre d'heures que tu dois avoir pour gérer le site web. Donc, il faut bien évaluer cette partie-là. Est-ce que c'est automatisé, tout simplement? Est-ce qu'il y a besoin de tout faire manuellement et quels outils ou plateformes on utilise et combien ça coûte? Donc ça peut aussi changer beaucoup de la donne s'il y a des plateformes qu'il faut absolument avoir et qui coûtent cher. Donc, il faut évaluer cette partie-là. Également, y a-t-il des processus documentés par le vendeur? Donc, une espèce de how-to guide que tu peux suivre facilement une fois que tu as acheté le site web. Et est-ce que le processus de gestion est facile, donc il n'est pas flou? Moi, j'ai toujours eu la bonne expérience d'avoir un vendeur qui documente tout. Ça explique tout ce qu'il faut faire une fois j'ai acheté le site web, propose même un onboarding des fois pour qu'il puisse te suivre pendant les premières semaines une fois que tu l'as acheté pour que vraiment que tu saches exactement comment tu dois gérer ce site web-là par la suite. Donc, pour des sites web en dessus de 5 000 €, voire 10 000 €, il se peut qu'il y ait une petite équipe mise en place, peut-être juste un freelancer qui fait du contenu du site web ou des médias sociaux. Dans ce cas, il faut connaître leurs coûts. Normalement, ça devrait être mentionné dans l'offre, mais tu peux toujours par la suite poser tes questions. Qui fait quoi? Tu peux reprendre facilement les tâches ou tu dois forcément recruter, voir aussi s'il y a des contrats de prestataires à reprendre. Si c'est pas mentionné dans la description, du site web, ou dans la description du business sur la plateforme, eh ben, il faut, bien noter ça dans ta liste de questions que tu vas adresser au vendeur. Après avoir scanné l'offre, donc tu peux toujours continuer de faire ta recherche indépendante avant même de contacter le vendeur et c'est à ce moment-là que tu passes, disons en mode détective et ce que tu cherches, c'est ce qui ne se voit pas forcément dans les documents internes ou même dans l'offre, ou la description sur la plateforme. Donc d'abord, facile, une simple recherche Google, tu tapes le nom du business ou du site web ou du fondateur.
Tu scannes, tu vois s'il y a des plaintes, des anciens projets flous, une présence médiatique, regarder un peu les réseaux sociaux. Ça donne une impression sur la personne, sur le business, même s'il faut pas se fier à ça à 100%, mais on peut trouver beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Par exemple, on peut avoir, une idée sur LinkedIn si le vendeur a une agence qui vend des business digitaux ou si c'est quelqu'un qui a ce business en side hustle et qu'il a déjà son travail en entreprise. C'est important de comprendre les motivations et la psychologie des vendeurs et pourquoi ils veulent vendre leur business avant même de parler avec eux. Ensuite, regarde les avis clients. Donc, tu regardes Trustpilot, Google, Reviews, Facebook. Est-ce que les gens sont contents précisément si c'est du e-commerce ou si c'est lié à des produits qui vont être expérimentés ou testés par ton audience ou par les clients. Donc, y a-t-il des tendances dans ces critiques-là? Si on est en dessous de 3 avec plein de services clients inexistants, on répond jamais aux plaintes, là vraiment, il faut voir si c'est pas un red flag. Va aussi sur le site web même. Est-ce qu'il donne confiance? Est-ce qu'il est rapide, clair, bien structuré? Tu dois te mettre à la place d'un client qui va aller sur le site, qui va vouloir acheter des produits, qui va surfer sur le site pour lire du contenu. Donc mets-toi à la place de ton audience, une fois tu l'as acheté et vois si c'est, un site qui vraiment inspire confiance. Bien sûr, regarde les réseaux sociaux aussi. Est-ce qu'ils sont actifs, bien animés? Est-ce qu'il y a de l'interaction ou bien c'est mort, depuis, 12 mois, il y a pas de d'interaction et le vendeur n'a rien fait du tout et il a, vraiment perdu l'engagement de son audience. Ça, c'est très important. Je l'ai expliqué, dans les détails, dans la vidéo précédente. Tout ça, tu dois le faire pour 2 raisons principales. D'abord, ça te permet d'identifier des opportunités de croissance parce que tu peux voir, par exemple, si le SEO n'est pas optimisé, il n'est pas bien fait, n'est pas exploité et que les réseaux sociaux sont faibles, par exemple. Donc, il y a du potentiel à activer après ton rachat. Mais dans ce cas, tu peux aussi utiliser ça comme un argument de négociation pour baisser le prix quand tu commences à discuter avec le vendeur. Tu peux aussi détecter des signaux d'alerte et si tu sens, que c'est vraiment c'est pas ça, ça a une mauvaise réputation, il y a beaucoup d'avis douteux, on répond jamais aux critiques des clients, il y a une absence, totale, par exemple dans les présences digitales, c'est peut-être un signe que ce business est pas vraiment sain et puis il faut se poser des questions avant même d'adresser le vendeur. Donc en gros, ce que tu fais là, c'est valider que le business vaut la peine même si on ne t'avait rien dit, sur le business, même si tu n'as pas encore discuté avec le vendeur, tu construis déjà ta première perspective sur le business. Alors maintenant, tu es rassuré après ta recherche indépendante, après avoir lu et analysé la description, du business sur la plateforme. Tu peux envoyer, ta lettre d'intention et ensuite tu peux commencer ton processus, d'audit au préalable, un peu dans le détail, donc faire un deep dive. C'est ce qui va te permettre de vérifier si le business est vraiment solide, s'il est rentable et s'il est conforme à ce que le vendeur, déclare ou affirme dans les descriptions. Premièrement, tu vas devoir créer une propre checklist de due diligence en listant tout ce que tu veux analyser. Les revenus, les dépenses, le trafic, les outils utilisés, les contrats, les risques, toutes les questions qui sont restées ouvertes après avoir analysé la description que tu as trouvée justement, dans l'annonce, qu'il y a dans les marketplaces. Ensuite, tu vas envoyer tes demandes de documents au vendeur. Donc ça peut être des captures d'écran, des exports Google Analytics. Je recommande toujours un accès en lecture seule des factures et des preuves de paiement, mais aussi un accès en lecture seule de Google Analytics. Donc ça te permet d'avoir vraiment real time ce qui se passe sur le site web. Et enfin, tu vas analyser toutes ces données reçues, tu vas collecter les informations du vendeur, idéalement communiquer par écrit, par email, comme ça tu vas garder toute l'information et poser des questions complémentaires au fur et à mesure et décider si le business mérite vraiment ton investissement. Le but ici, c'est de passer de l'intérêt à la confiance totale. Donc tu ne veux pas juste acheter un business, mais tu veux acheter un bon business, un bon prix, avec le moins de risques possible. Donc prends ton temps, pose toutes tes questions au vendeur et normalement, il est censé être disponible et ouvert à répondre à toutes tes questions. Donc, dans cette vidéo, j'explique déjà dans le détail tous les aspects à mettre dans ta checklist dont on a parlé. Dans mon coaching, ce que j'ajoute ou ce qui est différent, c'est que je guide mes clients pas à pas
dans l'achat d'un business en ligne, au cas par cas et dans l'analyse à la prise de décision, d'achat. Donc si tu as repéré un business spécifique qui t'intéresse ou si tu veux être accompagné dans ta recherche, n'hésite pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont dans la bio de la chaîne YouTube. Donc on va voir maintenant concrètement les 3 types d'audits avec, ta checklist complète que tu dois vérifier avant de faire ta décision d'achat. On a le côté financier, on a l'aspect opérationnel et on a l'aspect légal. Donc on commence par la vérification financière. Là, il y a pas de secret, tu dois demander des preuves concrètes, pas de capture d'écran comme je le dis toujours, mais des vrais documents comptables, des copies. Premièrement, demande des déclarations fiscales, peut-être des 3 ou 4 dernières années parce que c'est ce que le vendeur a déclaré aux impôts et c'est donc une preuve officielle de ses revenus. Ça te permet idéalement de comparer le compte de résultats que le vendeur t'a fourni avec les déclarations fiscales. Donc il faut que ce soit cohérent. Si les deux correspondent, tu peux avoir bien plus confiance dans les chiffres annoncés. Donc, si les chiffres sont très différents de ce qu'il t'annonce, c'est un signal d'alerte. Il faut vraiment voir ce qui ne va pas ou tout simplement abandonner la négociation. Après, moi, je dois dire, la déclaration fiscale, c'est un sujet, si vraiment le business gagne assez d'argent et génère plus de 10 000 € par année selon pays, selon le type de business, c'est pas toujours disponible pour les micro-activités. Donc, si tu veux commencer par un petit site web à 2 000 € à 5 000 €, c'est pas forcément nécessaire de voir dans les déclarations fiscales parce que peut-être c'était même pas déclaré. Donc, quand c'est possible de l'avoir, c'est bien. C'est une trace officielle qui a de la valeur. Ensuite, on a le compte de résultat. C'est tout simplement le tableau qui te permet de voir les chiffres d'affaires, les dépenses et le bénéfice net. Donc, ça te permet de voir, par exemple, si le site génère 10 000 € et qu'il y a des dépenses de 8 000 € en publicité, donc tu gagnes en fin 2 000 € de marge. En gros, ce document t'aide à comprendre si le business est vraiment rentable et si ça répond à tes attentes de rentabilité et ça t'explique aussi pourquoi. Donc, est-ce que les coûts sont trop élevés? Est-ce qu'on peut retirer quelque chose qui nous permet d'économiser ou d'optimiser les coûts? Ou s'il y a des revenus qui sont focalisés sur un seul produit ou plusieurs produits. Donc, ça te permet vraiment de comprendre le pourquoi et d'où viennent les revenus et d'où viennent les coûts pour voir si cet équilibre te convient ou pas. Ensuite, on regarde la liste des produits. Si tu achètes un site web e-commerce surtout ou un business qui vend des produits digitaux, demande une liste complète de tous les produits vendus au courant des dernières années. Tu dois avoir pour chaque produit les détails des ventes pour pouvoir détecter si les ventes dépendent d'un seul produit phare ou il y a une diversification en termes de revenus. Donc, ce serait vraiment dommage si tu regardes pas cette liste-là et puis qu'à la fin, tu achètes ton business et que tu te retrouves avec un seul produit qui fait le maximum de revenus et que tout d'un coup, il marche plus. Donc, ton business est tombé à l'eau. C'est très important de voir est-ce qu'on a un revenu qui est diversifié sur différents produits vendus. Ensuite, on a l'accès au bilan de comptabilité. C'est important que le vendeur puisse te donner cet accès-là, même en lecture seule. Donc, tu pourras comme ça vérifier toi-même les chiffres, voir si les répartitions des revenus et des charges sont bien et s'il y a des anomalies, on peut les détecter justement dans la comptabilité. Ça te permet de détecter aussi s'il y a des coûts cachés, peut-être un outil qui coûte cher ou un outil dont le vendeur ne t'a jamais parlé, donc c'est forcément dans les documents de comptabilité. Enfin, demande aussi un bilan comptable à jour. Ce document va te permettre de voir ce que tu vas posséder réellement en termes d'actifs, quels sont les assets que tu vas avoir une fois que tu as acheté le business. Est-ce qu'il y a des dettes? Ça va te montrer s'il y a des dettes et aussi la valeur nette de l'entreprise. Donc peut-être il y a un prêt en cours que le vendeur ne t'a jamais mentionné, peut-être il y a des dettes avec des fournisseurs, surtout quand il s'agit de vente de produits. Ça change tout. Donc il faut vraiment voir ton bilan comptable, il faut être sûr que, ça tient la route. Donc en gros, tu veux des preuves solides, vérifiables, officielles sur des documents. Si le vendeur ne peut pas ou ne veut pas te fournir ces documents et ben, c'est mort, il faut couper court. Maintenant qu'on a vu la partie financière, on va passer à une autre pilier qui est la vérification opérationnelle. Donc cette étape va te permettre de comprendre comment ton business tourne au quotidien, qui fait quoi, avec quels outils et quels sont les éléments concrets que tu vas récupérer si tu l'achètes. Donc, première chose, c'est les infos sur les fournisseurs. Donc, demande une liste complète de tous les fournisseurs utilisés dans les 12 derniers mois ou dans les 2 dernières années. C'est valable pour les sites e-commerce, sites d'affiliation et le dropshipping. Donc, c'est très important de savoir avec qui tu vas travailler et si c'est des fournisseurs qui sont fiables. Donc, si le business vend des cosmétiques, tu veux savoir où les produits sont fabriqués,
qui s'occupe de la livraison et si ces partenaires sont fiables, donc s'il y a des problèmes avec les fournisseurs, et cetera. Demande de voir aussi des contrats signés avec ces fournisseurs-là. Donc, est-ce qu'il y a des engagements en cours? Est-ce qu'il y a des pénalités en cas de rupture de stock ou au contraire, si tu peux négocier d'autres conditions dès que tu reprennes le business ou bien est-ce que tout simplement tu peux même changer de fournisseur? Est-ce que le contrat est expiré au moment où tu vas acheter le business ou bien ça va être prolongé et comme ça tu vas savoir à quel moment tu peux changer de fournisseur. Donc ça te permet de savoir à quoi tu t'engages en reprenant ce business-là. Tu dois aussi demander les contacts de toutes les personnes impliquées dans le business. Des fois, c'est des freelancers tout simplement qui travaillent avec le vendeur. C'est assez courant pour des business en dessous de 10 000 euros. Et pour chacun, donc il faut comprendre leur rôle, combien on doit les payer. Par exemple, si le site dépend de freelancer SEO qui gère tout le trafic et tout le SEO dépend de lui, donc tu dois le savoir et idéalement pouvoir continuer avec lui si ton budget le permet par la suite une fois que tu as acheté le business. Ensuite, on va regarder les comptes et outils utilisés. Donc, demande aussi une liste complète de tous les outils, logiciels, plateformes, applications, abonnements utilisés par le business. Donc, avec chaque outil, on veut comprendre à quoi il sert, combien il coûte par mois et s'il est indispensable ou pas pour la gestion du site web. Par exemple, si le site utilise Shopify pour la vente ou bien SEMrush pour le SEO, donc ce sont des frais que tu devras assumer une fois tu as acheté le business. Donc des fois, c'est difficile de migrer sur d'autres outils. Moi, j'ai eu l'expérience d'acheter un site web de contenu avec un hébergement qui était assez cher et j'ai eu du mal à changer d'hébergeur parce que c'était très difficile techniquement de le faire. Donc, j'étais obligée de garder l'hébergeur et puis d'assumer les coûts après avoir acheté le site web. Donc, vérifie vraiment cette partie-là des outils. Vérifie aussi les médias et contenus numériques. Donc, tu veux aussi récupérer tout le contenu de branding, toute la pub, les vidéos disponibles, les images, les visuels, et cetera. Donc ce sont des assets ou des actifs de valeur que tu vas pouvoir réutiliser, pour relancer, justement tes campagnes une fois que tu as acheté le business et faire des posts, sur, les réseaux sociaux, améliorer ton site. Donc tout ce répertoire, souvent c'est sur un drive, du vendeur qu'il va devoir te, transmettre où ça comprend tout le matériel marketing et branding et il faut vraiment que ça fasse partie du package. Donc tout ce qui est bibliothèque d'images, produits ou des visuels, c'est beaucoup d'argent, c'est vraiment un asset et puis ça te permet aussi de gagner beaucoup de temps et des semaines de travail par la suite. Demande aussi une liste de tous les comptes sociaux appartenant au business, donc comme Instagram, Facebook, TikTok, ou autres. Surtout vérifie que tu pourras bien les récupérer au moment de la vente. Donc comment ça va se passer en termes de changement de compte, de login, les emails, de contact, et cetera. Ça peut être très compliqué, surtout si ton trafic vient de ces réseaux sociaux, il faut bien s'assurer qu'ils seront transmis correctement au moment de la vente, voire même un peu avant. Ça me fait penser au compte d'affiliation à récupérer. Si c'est un site d'affiliation Amazon ou Evin, donc demande la liste des comptes compris dans ce package de vente. Certains comptes d'affiliation ne vont pas permettre de transférer les propriétaires, donc tu pourras pas récupérer le compte du vendeur. Des fois, il faut créer ton propre compte et changer les identifiants sur les sites web. Donc là, il faut aussi voir combien ça va coûter en termes de temps et en termes d'argent. Donc il faut estimer cela et prendre comme argument de négociation également. Moi, je suis tombée dans le piège il y a quelques années quand j'ai acheté un site web d'affiliation et puis je me suis retrouvée à passer beaucoup de temps et à payer quelqu'un pour m'aider pour changer les identifiants sur le site parce que tout simplement à ce moment-là, il n'y avait pas de plugin pour faire automatiquement ce travail-là. C'est très important d'être conscient de ce que ça va générer en termes de transfert de données, transfert de comptes, etc. Durant la vente. Enfin, les données clients. Donc, on demande une liste de données clients collectées. Bien sûr, il faut s'assurer que la collecte est conforme donc au RGPD ou aux règles de protection des données et surtout si tu es basé en Europe. Tes données sont la base de ton marketing. Sans elles, tu repars de zéro. Donc, il faut s'assurer que tu récupères tout ce qu'il faut au moment de la vente et que tout soit écrit dans ton contrat de vente pour ne pas se faire avoir. Donc, pour résumer, cette checklist opérationnelle te permet de bien checker ce que tu achètes concrètement, les partenaires, l'équipe, les outils, les contenus et les comptes.
et tout ce qui fait que le business fonctionne chaque jour. Maintenant, on passe à une phase qui est un peu plus compliquée, qui est la vérification légale du business, qui est souvent négligée par les acheteurs, surtout quand on achète des business entre 5 000 et 10 000 euros, ou même voire 20 000 euros. C'est très important de s'assurer que cette partie légale est bien claire et bien propre. Donc l'objectif ici, c'est de s'assurer que tu n'achètes ni des dettes, ni des problèmes juridiques, et ni une structure qui n'est pas vraiment fiable. Donc, numéro un, vérifie les litiges passés ou en cours. Première question à poser au vendeur, est-ce que le business a déjà été impliqué dans un procès ou a reçu des menaces de litige? Ça peut paraître un sujet qui s'applique que pour les gros business. Eh ben non, il y a des sites web, des fois, qui ont été pénalisés pour des raisons de violation de droits d'auteur, pour des images, des textes, des produits sans licence. Il y a des fois des utilisations de marques déposées sans autorisation. Il y a des fois des contenus jugés diffamatoires ou sensibles, des problèmes de collecte d'emails ou de données sans consentement clair. Donc, c'est un point crucial à vérifier avant d'acheter. Un site web peut sembler rentable, mais ça peut traîner des risques juridiques invisibles. Donc, demande toujours s'il y a eu des avertissements, s'il y a des mises en demeure ou des pénalités, surtout pénalités Google ou d'un réseau d'affiliation. Donc, s'il y a une facture impayée, par exemple, qui pourrait mener à une action, un conflit avec le prestataire. En tout cas, il y a beaucoup de cas qu'il faudra vérifier pour s'assurer qu'on ne va pas hériter des problèmes juridiques ou légaux. En tout cas, il y a pas mal de vendeurs qui veulent vendre leur business parce que ça leur cause beaucoup de problèmes. Maintenant, le vendeur peut être honnête pour te dire ce qu'il en est, mais des fois, il n'est pas honnête, donc tu vas pas le savoir. Et toi, en tant qu'acheteur, tu peux toujours demander une déclaration sur l'honneur qui atteste qu'aucun litige passé ou en cours n'existe. Donc, tu n'as pas la responsabilité une fois que tu as acheté le business, et aussi inclure une clause de garantie dans le contrat d'achat qui va t'offrir une protection en cas de litige après la vente. Ensuite, on a l'enregistrement officiel de l'entreprise. Donc, il faut vérifier dans quel pays ou État l'entreprise est enregistrée. Obtenir clairement le nombre d'identification fiscale, c'est important. S'il y en a, en tout cas pour les business qui sont un peu plus, avec des budgets beaucoup plus élevés, ça va te permettre de déterminer les règles fiscales, les obligations et les stabilités juridiques du business. Vérifier aussi les noms et les alias utilisés. Donc, demande le nom légal de l'entreprise, mais aussi tous les noms commerciaux que l'entreprise a utilisés ou que le business utilise, comme des noms de marque, des noms du domaine, des pages Instagram, etc., pour savoir ce qui va réellement être dans ta possession après l'achat. Donc, si le nom est enregistré ou protégé en trademark, encore mieux. Donc, il faut également demander le transfert de cette trademark au moment de l'achat. Donc, ton audit au préalable légal, ça va te permettre d'acheter des business qui ne sont pas ou qui n'ont pas des litiges et acheter un actif juridiquement sain. Maintenant, après tout ce travail de due diligence, tu peux préparer enfin ta négociation avec ton vendeur qui va commencer par faire une offre, donc ta proposition de prix de l'achat, qui normalement devrait être plus bas que le prix que le vendeur affiche. Donc, on a discuté la dernière fois dans la vidéo précédente pourquoi le vendeur va avoir toujours tendance à mettre des prix beaucoup plus élevés ou à surévaluer son business. Donc la négociation, ça reste de ton côté. Ce qu'il faut retenir, c'est que il faut être prêt, tout simplement, pas juste intéressé. Donc il faut être prêt avec des questions. Avant de négocier, tu dois maîtriser ton dossier, tu dois étudier tes chiffres, tu as déjà posé tes questions par email et tu pars avec donc un dossier complet où tu connais les forces et les faiblesses du business, tu sais combien vaut le business pour toi et tu peux utiliser justement toutes les faiblesses du business pour baisser le prix. Donc si je dois donner un exemple, ça m'est déjà arrivé de négocier un site web de contenu où j'ai vu que le trafic ou 80% du trafic dépendait seulement de 3 pages principales. Donc j'utilisais ça comme un argument pour négocier avec le vendeur parce que c'était un risque pour moi. Mais donc ça s'est bien passé parce que le vendeur a compris qu'il y a assez de risques si je perds le trafic sur ces 3 pages, eh ben, j'ai plus rien. Donc ça a très bien marché. Donc c'est important d'utiliser ta due diligence pour poser les bons arguments. Comme j'ai dit, il faut s'appuyer sur des chiffres concrets, tout simplement,
sur une baisse récente de trafic, par exemple, sur une dépendance à un freelancer, sur des dépenses cachées de publicité ou des outils que tu vas utiliser. Donc, en gros, tu dois utiliser ta due diligence comme un levier pour poser les bons arguments afin d'appuyer ta négociation et ton prix à la baisse. Surtout, reste dans l'écoute, vraiment pas dans l'attaque du vendeur. Il faut avoir un bon feeling, il faut avoir une bonne négociation dans les règles de l'art professionnel. Donc tu n'es pas là pour, piéger le vendeur, mais, tu es là pour faire un deal qui est gagnant-gagnant. Enfin, ce que je recommande, c'est de poser des questions ouvertes, laisser le vendeur s'exprimer et expliquer sa position par rapport au prix, qu'il a proposé. Donc avant de proposer quoi que ce soit en termes de prix, tu dois d'abord calculer le prix que tu es prêt à payer basé sur le profit net mensuel réel, donc c'est ce qu'on a, vu, auparavant, un multiple raisonnable, donc souvent on a dit entre 24 et 36 fois, selon le risque, selon la niche, selon la saisonnalité, selon le type de business. J'ai expliqué ça également dans le détail, dans ma vidéo précédente. Ensuite, après avoir fait ta recherche indépendante et que tu penses que le business a du, potentiel et que tu as envie d'aller plus loin, dans l'audit préalable, c'est à ce moment-là que tu rédiges ta lettre d'intention. C'est ton offre formalisée par écrit sans être encore un contrat. Après la signature, de la lettre, donc tu peux entamer ta due diligence complète, donc ton audit préalable avec tout ce qui est financier, opérationnel, légal et tu accèdes alors aux vraies données, tu les analyses et enfin tu confirmes ton offre. Soit tu la modifies si c'est nécessaire, donc en fonction de ce que tu as discuté avec le vendeur, ou tu retires ta proposition si ça ne joue plus, eh ben, tout simplement parce que vous vous êtes pas entendu sur un prix. Donc l'offre doit être claire et professionnelle. Tu ne dis pas juste, «Je propose, tant pour, ton business ou pour ton site web», mais tu dois présenter donc une offre qui est très structurée avec le prix final, le mode de paiement si tu proposes de payer en différentes parties, le calendrier de transfert, comment on va faire, ce transfert de compte, et cetera, donc de tous les actifs du business de manière progressive lors de processus de vente et les garanties et les clauses finales. Donc tout doit être compris dans ton offre. Donc ça donne une bonne impression au vendeur que tu es sérieux, que tu es professionnel et il faut pas oublier que tu peux ne pas être le seul sur ce coup, surtout dans le cas où, la lettre d'intention n'est pas signée. Donc comme j'ai dit, puisqu'elle n'est pas obligatoire, donc il faut vraiment donner une bonne impression au vendeur. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est d'abord de vérifier les chiffres, pas juste des paroles s'échanger par téléphone. Il faut vraiment avoir accès, à toutes les informations financières, tout ce qui est PNL, avec les relevés bancaires, les déclarations fiscales. Il faut demander des preuves pour tout, donc des copies de contrats, des accès au logiciel, des bilans, demander tout ce qu'il faut pour être rassuré et pour comprendre comment le business fonctionne. On creuse aussi, sur l'opérationnel, qui fait quoi, quels outils on va utiliser, quel coût mensuel on a exactement et fais ta propre enquête tout simplement. Regarde les avis sur internet, le site web, la réputation, les réseaux sociaux et ne crois pas juste au dossier qui a été livré. Comme ça, tu as moins de risques et tu obtiens une meilleure offre beaucoup plus stratégique et beaucoup plus juste. On arrive à la fin de cette vidéo, mais aussi à la fin de ce guide complet. J'espère que j'ai réussi à couvrir tous les aspects d'achat d'un business en ligne entre 5 000 et 10 000 euros. Merci beaucoup et à la prochaine.